Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle webconférence. Donc, je me présente Didier Lereboulet. Je suis entraîneur national en équipe de France d'aviron sur le groupe olympique. Je suis également formateur à la Fédération d'aviron. Donc, aujourd'hui, dans ce contexte un peu difficile où on est en confinement depuis plusieurs semaines, où les régates, en fait, on s'annule de jour en jour, on pourrait dire ça comme ça, que ce soit au niveau national ou international. Beaucoup de questions se posent, à savoir comment on peut rester engagé, quelle stratégie on peut développer ou quelle stratégie on peut utiliser pour rester connecté à cet objectif sportif. Et cela tout en respectant les recommandations qui ont été dictées par plusieurs médecins, et notamment dans la dernière webconférence, à savoir qu'il faut veiller à garder une intensité d'entraînement qui ne dépasse pas 80% de la fréquence cardiaque maximale. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas avoir un volume plus important que ce qu'on avait avant le confinement. Donc il faut bien respecter effectivement ces deux recommandations-là très importantes. Mais avec ces recommandations, effectivement, comment on peut rester motivé et comment on peut rester engagé dans cette pratique sportive. Donc, par rapport à ça, pour évoquer donc ces questions qui sont très importantes actuellement pour les sportifs, c'est le docteur Émilie Thiénot qui va nous livrer son analyse et puis nous donner les réponses à ces différentes questions. Donc, Émilie, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Didier. Bonjour à tous, ravi de pouvoir échanger avec vous, partager avec vous sur cette thématique aujourd'hui. Merci à la Fédération pour cette opportunité. J'espère que vous vous portez bien et vos proches également. Donc moi je suis psychologue de formation et également docteur en psychologie du sport. Pour me présenter rapidement, j'ai travaillé dans différents pays, notamment en Australie, en Grande-Bretagne et en France pour accompagner des équipes olympiques et paralympiques sur ce qu'on appelle la psychologie de la performance, donc accompagner vraiment pour aider les sportifs, mais aussi leurs entraîneurs à délivrer la meilleure version d'eux-mêmes quand ça compte, mais aussi à s'épanouir dans leur activité. Donc voilà pour ma présentation. Et actuellement, donc, je suis à la Fédération française d'aviron pour travailler avec certains équipages olympiques et également avec l'encadrement. Merci Émilie. Donc effectivement, une petite consigne par rapport au déroulement de la webconférence, c'est que vous pouvez réagir sur le chat du Facebook. Nous essayerons de prendre les questions, quelques questions au cours de la présentation d'Émilie ou en tout cas quelques minutes à la fin si c'est possible. Donc la première question que l'on peut se poser est la suivante. C'est dans ce contexte, Émilie, assez particulier, comment l'être humain peut réagir? Est-ce qu'on a des éléments de réponse sur comment on peut réagir à ce type de situation très, très singulière? Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement une question très importante parce que on est dans un contexte qui est inédit, on est dans une situation que on n'a jamais vécue auparavant, donc forcément nos réactions vont être très différentes en fonction des individus. Mais du coup, c'est vraiment important de prendre le temps de comprendre justement l'impact psychologique qui est généré par cette situation. Donc ça va être un petit peu la première partie de cette présentation. De mieux comprendre pour pouvoir finalement agir de manière plus intentionnelle pour réussir à rester engagé et connecté avec ce qui est important pour nous. Et puis dans un deuxième temps, on verra comment développer sa résilience face à cette situation inédite et maintenir un niveau de motivation en situation de confinement. Alors là, c'est important pour moi de préciser que évidemment pour les sportifs, que ce soit au niveau ou pas, il y a forcément tous ces objectifs qui se sont annulés. Euh, et donc, ce concept de performance, il peut sembler un petit peu éloigné. Mais cette notion de rester engagé dans ce qui est important pour nous, elle reste centrale puisque ça participe à notre santé physique et à notre santé mentale. Et finalement, la question, c'est de savoir quand on va sortir de ce confinement, euh, ben, comment on va reprendre. Qu'est-ce qui va finalement être vraiment important par rapport à la manière dont on va se reconnecter à notre vie, à notre vie de tous les jours. Donc nous allons voir en troisième partie donc les recommandations par rapport aux entraîneurs justement. Qu'est-ce que en tant que position d'entraîneur, comment on peut soutenir au mieux les sportifs qu'on accompagne pour qu'ils puissent maintenir leur motivation au maximum.
Donc voilà pour ce sommaire par rapport à ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors tout d'abord, assez rapidement, nous avons réalisé un document donc en collaboration avec les différents intervenants en psychologie du sport qui travaillent à la Fédération française d'aviron. Un document qui permet finalement, dans un but de prévention, de mieux comprendre ce que je disais tout à l'heure, l'impact psychologique de cette situation qu'elle peut avoir sur certains d'entre nous, mais aussi identifier des stratégies qui permettent finalement de développer, d'optimiser sa résilience face à cette situation. Ce document, il a été donc réalisé avec la collaboration de la MAP, donc la mission d'aide à la performance de la fédération. Il est donc sur le site de la MAP. Par rapport à ce document, on va passer un tout petit peu plus de temps sur la partie plutôt gauche de ce document, donc sur la compréhension justement de ce qui se passe en nous par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Donc, par rapport à ce qui se passe, forcément, les faits, c'est quoi? C'est une crise mondiale, c'est un risque qui est présent, qui est invisible, qui est potentiellement grave en termes de santé. Et en parallèle de ça, il y a cette annulation de tout le calendrier sportif, en tout cas une grande majorité, pour les mois à venir. Donc qu'est-ce que ça génère comme conséquence possible? Un sentiment de vulnérabilité, qui peut générer notamment de la peur, un sentiment d'incertitude, face au fait qu'on ne sait pas exactement comment vont s'organiser les prochains mois, et comment la situation va évoluer. Et puis aussi, du coup, une perte de repères et de contrôle sur cette situation, qui est vraiment complexe et encore une fois inédite. Donc par rapport à ça, il va y avoir du coup plein d'émotions, de pensées qui vont être générées. Certaines d'entre elles, potentiellement, vont être inconfortables, négatives, difficiles à appréhender. Dans la partie émotion, il va y avoir donc potentiellement de l'anxiété, de la tristesse, de la colère, de la frustration, de l'ennui. Alors que sur le côté des pensées, il peut y avoir de la peur, notamment par rapport au sentiment de vulnérabilité, peur pour soi, ses proches, de la perte de sens. Et on arrive du coup à cette notion de motivation, puisque s'il n'y a plus de compétition, que finalement on s'est entraîné par rapport à des objectifs précis qui devaient arriver sur là, le début de la saison des compétitions, toutes les questions qu'on peut se poser, à quoi ça sert, tout ça pour rien, etc. Et du coup, peut-être un sentiment de gâchis, notamment par rapport à tout l'entraînement qui a été réalisé. Par rapport à tout ça, il peut y avoir du coup des comportements qui sont générés, qui ne sont pas forcément habituels. Et ces comportements-là, c'est là où il faut être vraiment vigilant, puisqu'ils peuvent finalement affecter notre santé physique et mentale. Et ça peut être par rapport notamment à se renfermer sur soi, à peut-être se démobiliser fortement sur des choses qui sont normalement importantes, se réfugier un petit peu dans les jeux vidéo, regarder Netflix à longueur de journée, etc. Des perturbations du sommeil, etc. etc. Et on le verra un petit peu plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que dans ces comportements, s'ils perdurent, ça peut nous faire finalement rentrer un petit peu dans un cercle vicieux qui fait qu'à un moment donné, on peut être en grande souffrance psychologique notamment. Donc, par rapport à cette explication, à ce qui peut se passer en nous, encore une fois, tout le monde ne réagit pas pareil, mais ce qui est sûr, c'est qu'au départ, l'être humain, il va avoir besoin d'assouvir ses besoins, notamment primaire, j'ai envie de dire, notamment vis-à-vis de la pyramide de Maslow, qui a été pas mal utilisée, mais aussi critiquée d'un point de vue scientifique. Mais aujourd'hui, je trouve qu'elle prend tout son sens. Par rapport à ce sentiment de vulnérabilité, on va avoir besoin, dans un premier temps, de nourrir nos besoins physiologiques et d'être sûr qu'on va pouvoir se nourrir. D'ailleurs, on a vu beaucoup de gens se précipiter un petit peu dans les magasins, etc. Ça remplit tout à fait ce besoin-là de sécurité en termes physiologiques, mais aussi besoin de sécurité vis-à-vis de soi et de ses proches. Donc, on a vu au démarrage beaucoup de gens qui prenaient beaucoup de nouvelles vis-à-vis de ses proches, etc., pour savoir, être sûr que tout le monde va bien, etc. Et puis, au fur et à mesure, cette incertitude, cette perte de sens s'installe un petit peu. Et là, potentiellement, les besoins qui vont avoir à un moment donné nécessiteront d'être assouvis, c'est les besoins de reconnaissance et notamment d'accomplissement. Et c'est dans cette notion d'accomplissement que la motivation va prendre tout son sens. Parce que si on perd ce sentiment de sens, d'accomplissement vis-à-vis de notre vie en général, mais aussi des choses qui sont vraiment importantes, normalement, dans lesquelles on investit beaucoup d'énergie, on va commencer à se sentir vide, et c'est là où des comportements un petit peu inhabituels vont potentiellement s'installer. Donc ça va être vraiment important. Alors par rapport à ça, donc ça c'est comprendre vraiment comment on peut le vivre nous d'un point de vue psychologique. Mais j'aimerais du coup parler maintenant un peu plus des stratégies qu'on va vouloir mettre en œuvre justement
pour développer sa résilience et sa motivation en confinement. Donc, par rapport à ces stratégies, la résilience, elle est bien au centre, puisque la résilience, elle est définie par des auteurs qui sont Fletcher et Sarkar, par la capacité à maintenir un niveau de bien-être et de fonctionnement qui va être le plus optimal possible quand on est en situation de pression et de difficulté. Et ça me permet bien de renforcer cette idée que on parle d'importance de motivation, pas que dans un but de performance, mais bien sûr dans un but de bien-être et de prendre soin de soi dans un contexte qui est vraiment compliqué. Donc, par rapport à cette notion de résilience et de développer sa motivation en confinement, on va évoquer différentes stratégies qui sont donc sur l'infographie notamment que j'ai développée avec Yann Lemeur. Et ces stratégies, elles sont vraiment simples. Elles sont donc sur la capacité finalement à accepter, sur la capacité à s'adapter, sur la capacité à se projeter, sur la capacité à rester connecté à ce qui a du sens pour nous. Donc c'est vraiment ces différentes notions qu'on va voir du coup en détail pendant cette présentation, toujours dans ce but de prendre soin de soi. Donc ça, c'est l'infographie qui a été développée par moi-même et Yann Lemeur, donc dans l'application notamment YLM Sport Science, mais que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment ces différentes stratégies qu'on va évoquer durant cette conférence. Donc, on va tout d'abord parler de cette notion d'acceptation qui est vraiment fondamentale par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui. L'acceptation, c'est tout d'abord l'acceptation de la situation et notamment de ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est vraiment important de partir du principe que cette situation génère évidemment beaucoup de changements dans notre quotidien et c'est des choses qui ne sont pas maîtrisables dans un premier temps. On nous oblige, entre guillemets, bien sûr, c'est pour la bonne cause, pour prendre soin de soi et des autres, etc. Mais on nous oblige à changer complètement nos habitudes et nos repères. Et ça, c'est vraiment important de l'accepter le plus rapidement possible pour que ça ne génère pas trop d'émotions justement négatives. Mais bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, il va y avoir par rapport à cette notion d'incertitude, de vulnérabilité, de perte de repères, il va y avoir beaucoup d'émotions qu'on va ressentir, qui sont potentiellement inconfortables et négatives. Ces émotions-là, c'est important qu'on les accueille et qu'on les normalise, puisque finalement, elles sont encore une fois complètement légitimes par rapport à la situation qu'on vit. Si on rentre dans une lutte et dans une volonté de suppression des différentes émotions qu'on va vivre dans ce contexte, potentiellement, ça peut augmenter justement l'intensité de ces émotions, puisque en essayant de les supprimer, finalement, ça peut potentiellement les augmenter, car c'est très dur de supprimer complètement un état émotionnel dû à une situation difficile. Donc, c'est accepter ces émotions et aussi diminuer notre niveau d'exigence, puisque dans cette situation où finalement on n'a plus nos repères, on n'a plus notre quotidien habituel, l'important c'est aussi d'accepter qu'on ne peut plus s'entraîner de manière normale. Donc il faut vraiment revoir notre plan d'entraînement et accepter cette diminution des exigences initiales. Alors j'aurais juste une question, Émilie, par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Accepter, c'est une chose, mais comment faire pour ne pas se résigner par contre? Parce que c'est vrai qu'il faut garder un objectif en tête pour rester motivé, mais comment faire pour ne pas se résigner et tout abandonner? Tout à fait. C'est parfait parce que ça amène justement sur la stratégie suivante. Et c'est une très bonne question dans le sens où l'acceptation n'est pas la résignation. L'acceptation, c'est l'acceptation de ce qu'on ne peut pas contrôler, notamment la situation et potentiellement les émotions qu'elle génère. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est de réussir à redonner du sens et à se refocaliser sur ce qui est maîtrisable. Ce qui est du coup la diapo suivante sur cette notion d'identifier finalement quelles sont les opportunités qu'on peut avoir, qu'on peut trouver dans cette situation. Et ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure. Comment réussir à se sentir, à sentir qu'on accomplit des choses, qu'on est satisfait par rapport à des choses qu'on met en place pour finalement maintenir ce niveau de motivation suffisant. Donc, une des questions que je pose notamment aux sportifs avec qui je travaille, aux personnes que j'accompagne, c'est si on se projette finalement dans 6 mois, à l'automne par exemple, et qu'on se retourne sur cette période, finalement, on a été confinés. Qu'est-ce qui nous rendrait fiers dans la manière dont on l'a géré? Qu'est-ce qui nous rendrait fiers dans l'état d'esprit qu'on a adopté dans cette situation? Et qu'est-ce qui ferait que, on se dit que ouais, je l'ai plutôt bien géré et j'ai réussi
à être la personne que j'avais envie d'être dans cette situation? Ça, c'est une question qui peut permettre d'identifier le sens qu'on voudrait y mettre. Et puis aussi, identifier les opportunités qui existent. Parce que oui, on est confiné, oui, on n'a pas les habitudes qu'on peut avoir normalement, mais il y a quand même des choses qu'on peut réussir à améliorer, à travailler, à faire, qu'on a normalement, enfin normalement, en tout cas dans d'autres contextes, qu'on n'aurait peut-être pas autant le temps de faire. Et du coup, ça peut être dans le domaine sportif. J'ai des athlètes avec qui je travaille qui vont plus travailler, par exemple, sur leur souplesse, sur leur gainage, faire des choses, même par exemple la visualisation ou des choses comme ça, qu'ils ont peut-être moins le temps ou prennent moins le temps de faire en situation habituelle, mais aussi sur des domaines plus professionnels ou personnels, comment je peux plus prendre soin de moi, plus prendre soin des autres dans un moment où peut-être j'ai un peu plus le temps. Il y en a aussi qui vont évoquer trier mes photos de vacances, voilà, faire des choses qui me donnent un sentiment de satisfaction dans cette période difficile. Et évidemment, par rapport à ces objectifs, notamment si on est sur le domaine sportif, professionnel, c'est essayer au maximum que ces objectifs soient clairs, précis, mesurables, où on peut se dire à un moment donné, ben oui, je suis satisfaite parce que j'ai atteint cet objectif-là. Donc, essayer, voilà, les objectifs SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc voilà par rapport à cette notion de sens. Et cette notion de sens, elle se touche bien à nos valeurs, aux choses qui finalement ont vraiment de l'importance pour nous et qui renvoient à qu'est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai aussi envie d'apporter au monde, entre guillemets, dans cette situation-là. Et on peut tous se raccrocher à des choses par rapport à ça. Donc ça, c'était pour cette stratégie donner du sens. Ensuite, on passe à une stratégie qui est également extrêmement importante, qui est sur cette notion d'adaptation. Encore une fois, c'est une situation inédite qui va générer chez chaque être humain la nécessité de s'adapter. Ça passe par, déjà, j'accepte cette nouvelle situation et derrière, je développe de nouvelles façons finalement de vivre au cours de mes journées. Donc, je crée des routines et ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, pas que dans un but de performance, mais aussi de bien-être, de restructurer sa journée avec des rythmes nouveaux, mais qui sont identifiés pour ne pas finalement tomber dans ce risque de se décaler complètement, d'avoir aucun repère dans ces journées et finalement qu'il y ait ces cercles un petit peu vicieux de comportements inadaptés qui s'ancrent et qui impactent notre santé physique et mentale. Donc, toujours dans cette même lignée, prendre soin de son énergie, c'est une manière de s'adapter qui va faire qu'on va réussir à garder un niveau de motivation optimal pour les choses qui sont importantes pour nous. Et là, on parle de choses très basiques, mais notamment en termes d'hygiène de vie, c'est extrêmement important de garder au maximum des rythmes de sommeil, d'alimentation, etc., qui vont faire qu'on va maintenir un niveau d'énergie optimal pour justement rester engagé dans ce qui compte. Et enfin, ça aussi, c'est très important. Je vois autour de moi, et même moi-même, je le vis, on peut, pour certains, si on est dans une activité professionnelle ou si on se met beaucoup d'objectifs sportifs, d'un coup, on peut avoir des journées finalement qui sont un peu sans fin, où on n'a pas de pause, si on doit gérer les enfants, etc., etc. C'est extrêmement important, dans la mesure du possible, d'avoir aussi des objectifs de pause, de détente, où à un moment donné, on prend le temps de ralentir pour récupérer aussi mentalement, et que finalement, cet état de confinement, ça ne soit pas une succession de choses qu'on réalise tout le temps pour être tout le temps en action, en activité. Ça, c'est aussi prendre soin de son énergie. Donc ça, c'est par rapport à cette notion d'adaptation qui, encore une fois, est vraiment fondamentale que chacun d'entre nous est évidemment capable de faire. Les sportifs de haut niveau, évidemment, sont les chefs de l'adaptation. Donc pour eux, c'est vraiment possible de le mettre en place. Donc, si on passe à la stratégie suivante, qui est vraiment sur la notion de connexion. Encore une fois, ça c'est extrêmement important et ça fait partie de nos besoins fondamentaux qui sont les besoins d'appartenance. C'est vraiment important, notamment pour les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas de famille avec eux ou de partenaires, de conjoints dans la situation de confinement. C'est encore plus important, mais dans tous les cas, restez connectés pour cultiver ce sentiment d'appartenance à votre cercle sportif, familial, amical. Encore une fois, il y a un vrai lien avec la motivation parce que plus on se sent appartenir à quelque chose, plus on aura cette énergie pour continuer finalement à faire ce qui est important pour soi. Dans cette notion de connexion, il y a la capacité à verbaliser
verbaliser, notamment quand on vit des moments difficiles, quand on a des émotions inconfortables, des pensées qui commencent à tourner un petit peu en boucle dans sa tête, être capable finalement soit de les faire avec les personnes avec qui on vit, soit de le faire en prenant son téléphone, en appelant des personnes de confiance et d'être capable de verbaliser ce qu'on ressent, parce que ça, en soi, ça nous permettra de les accepter, de les mettre à distance et du coup que leur intensité s'atténue pour rester, entre guillemets, prendre soin de soi et rester engagé dans ce qui est important pour soi. Et enfin, apporter son soutien aux autres, c'est aussi dans cette valence de connexion, puisque en cultivant notre sentiment de soutien à l'autre, de solidarité, de sentir qu'on donne aussi, ça permet aussi d'apporter énormément d'énergie par rapport à ce sens que j'évoquais justement avant, et donc de continuer à garder un niveau de motivation optimal. Donc ça, c'est par rapport à cette notion de connexion, et on le reverra dans la troisième partie de cette présentation sur les recommandations aux entraîneurs notamment. Alors, juste une petite aparté pour avoir lu un document ces derniers jours où le docteur Nicole Detling faisait la différence entre et de bien faire la différence justement entre la distanciation physique et la distanciation sociale, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de distanciation sociale pour se préserver soi, préserver les autres et éviter de diffuser le virus. Et c'est avant tout une distanciation physique. Et je trouve que cette différence entre ces deux notions est assez importante à avoir en tête. Ouais, complètement, complètement. C'est vraiment pertinent cette façon de le formuler, parce qu'effectivement, on doit rester éloigné à 2 mètres, etc., les uns des autres, mais ça n'empêche pas cette connexion émotionnelle, sociale, qui reste fondamentale. On est des animaux sociaux, on a besoin de se sentir connectés aux uns et aux autres, on a besoin d'appartenir à un groupe, et du coup, c'est vraiment important de continuer à alimenter ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, on bascule ensuite sur donc s'adapter. On parlait de s'adapter, on parlait de connecter, mais il y a aussi évidemment des notions plus en lien, on va dire, avec la pratique sportive, qui sont plutôt sur cette capacité à se projeter par rapport à notre activité sportive. Encore une fois, on a vu que dans les objectifs qu'on s'était fixés peut-être en début de saison, potentiellement ces objectifs aujourd'hui n'existent plus vraiment, en tout cas à court terme, puisque les compétitions sont soit annulées, soit reportées. Et comment on peut faire du coup pour maintenir une envie de continuer à réaliser ce programme d'entraînement, bien qu'il soit adapté évidemment. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a tout d'abord cette capacité à essayer de se reconnecter avec notre projet initial. C'est-à-dire que oui, ok, l'objectif à court terme ou à moyen terme n'est plus présent, mais à un moment donné, les choses vont revenir entre guillemets à la normale. À un moment donné, on va pouvoir se reprojeter dans un objectif clair et concret. Mais du coup, ce qui va nous aider, c'est d'essayer de visualiser finalement pourquoi à la base on a voulu s'engager dans ce projet-là. C'est quoi notre rêve initial? Alors pour les sportifs de haut niveau, ça va être vraiment en lien avec évidemment avec les Jeux Olympiques ou Paralympiques, avec les choses ce pourquoi ils vont se lever tous les matins. Mais finalement, chacun d'entre nous, quand on s'engage dans un projet, il y a quelque chose qui nous anime au fond de nous, qui va au-delà de cet objectif à court terme qu'on avait en tête en ce moment. Et donc ça revient vraiment au pourquoi je fais mon activité sportive, pourquoi j'ai cette énergie à la base pour réaliser ce projet-là. Et d'une manière encore un peu plus concrète, il y a aussi reconnecter avec son activité sportive en essayant de la pratiquer mentalement. Et là, on va du coup pouvoir mettre en place, en utilisant par exemple la vidéo, que ce soit en regardant des vidéos de soi en train de pratiquer l'activité, ou des vidéos par exemple d'athlètes qui rament sur le plan technique de manière optimale, qui ont un très beau mouvement, etc., ou qui vont peut-être mettre en avant certains objectifs techniques que nous, on a envie de travailler. Regarder ces vidéos-là, puis visualiser dans sa tête par rapport à un objectif technique précis, par exemple, comment ça se transcrit en termes de sur quoi je porte mon attention, qu'est-ce que je ressens dans mon corps dans ces situations-là. Ça, c'est pratiquer son sport de manière mentale, qui permet finalement d'ancrer aussi de manière technique, mais aussi de se sentir reconnecté avec les sensations qu'on aurait si on le pratiquait. Et ça impacte la motivation, la concentration, la confiance, et ça facilite la reprise de l'activité.
Émilie, est-ce qu'on peut faire un rapport avec ce que tu viens de dire et les découvertes il y a quelques années maintenant, découvertes en neurosciences sur les neurones miroirs qui en fait sont les mêmes neurones qui sont utilisés et quand on effectue un geste et quand on voit ce geste être effectué, et tout l'impact en fait que ça a sur les préconisations que nous on peut donner sur une blessure, enfin un arrêt dû à une blessure, pour rester dans l'activité et continuer à activer ces neurones justement pour garder, ancrer toujours ce message neuronal. Est-ce que c'est en lien? C'est exactement en lien. En fait, c'est vraiment extrêmement important de pouvoir à la fois voir quelque chose qui va nous renvoyer à un geste qu'on va pouvoir répéter soit dans sa tête, soit un peu plus tard sur l'eau. Mais ce qui est sûr, c'est que cette notion de neuromiroir et de simulation motrice, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été mis en avant dans la littérature, même si je sais que c'est complètement différent d'être sur un ergot ou d'aller sur l'eau sur un bateau. Mais ce qui est sûr, c'est que même si vous mimez finalement le geste, peut-être en prenant des bouteilles d'eau pour essayer d'avoir un poids au niveau des mains, etc. Vous allez, en pensant finalement aux gestes techniques et aux repères que vous voulez avoir sur l'eau, ça pourra vraiment ancrer finalement ce geste moteur pour pouvoir le reproduire quand vous retournerez sur un bateau. Au-delà de ça, il y a eu des études aussi qui ont été faites avec des sportifs en situation de blessure, notamment en gymnastique, qui ont pratiquer mentalement en regardant des vidéos ou de manière autonome, pratiquer mentalement leur activité. Et on a vu qu'avec des groupes contrôle, que leur reprise de l'activité en termes d'exécution technique s'était améliorée pour ceux qui avaient pratiqué mentalement leur activité. Donc tout à fait. Alors ça fait lien avec le fait de garder un objectif, hein, parce que si on effectue ce travail-là, ça veut dire qu'on est bien dans une dynamique d'entraînement, parce qu'on garde en point de mire en fait ce rêve que l'on a. Alors ça dépend de l'objectif qu'on se fixe, hein, qu'il soit régional, national, international, mais on a toujours en point de mire cet objectif-là. Mais est-ce que le risque, Émilie, durant cette période de confinement qui dure, est-ce que le risque, c'est pas de s'épuiser et puis de s'écrouler à force justement de garder et que ça dure trop longtemps? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est aussi une question extrêmement importante et on l'a vu sur la gestion de son énergie, à quel point c'était important aussi d'avoir des moments off, des moments de coupure, des moments de détente. Et c'est pour ça que ce contexte de confinement, c'est vraiment important aussi de prendre le temps d'apprécier un petit peu le temps qu'on a un petit peu plus par rapport à un rythme de vie habituel, et du coup d'essayer d'amener un petit peu de sentiment de gratitude, notamment par rapport à notre situation. Alors en espérant que la majorité soit voilà évidemment en bonne santé, que ce soit soi ou ses proches, mais essayer d'apprécier ça, justement, d'apprécier qu'on est en bonne santé et qu'on peut continuer à pratiquer de l'activité physique. Et même si c'est chez soi, à un moment donné, c'est quand même quelque chose qui doit être vu comme quelque chose de positif. Enfin, qui doit. En tout cas, si on peut essayer de choisir de le voir comme quelque chose de positif, d'être en bonne santé et de pouvoir continuer à faire de l'activité physique. Mais aussi, et ça rejoint complètement ta question, Didier, c'est de prendre le temps de ralentir et d'apprécier toutes les petites choses que d'habitude, on prend un petit peu pour acquis. Et ça renvoie peut-être, par exemple, à ce concept de pleine conscience, d'avoir des moments, des temps où finalement, on essaye de se connecter à l'instant présent, de remarquer des petites choses que d'habitude on fait de manière complètement automatique. Je sais qu'il y a certaines personnes avec qui je travaille qui me disent voilà, moi je sors dehors et je prends le temps de sentir le soleil sur ma peau, même si c'est pour un temps court. Moi je prends le temps, quand je donne à manger à ma petite fille, je prends le temps de me mettre un petit peu comme si j'étais à son niveau, de regarder un petit peu les aliments de manière comme un scientifique qui a jamais vu ça. Enfin voilà, de prendre un petit peu ce temps-là pour essayer de se reconnecter à l'instant présent, et ça génère beaucoup de bien-être également, et c'est vraiment fondamental. Et de prendre le temps aussi d'avoir des moments de pause où finalement on fait des choses qui nous apportent du plaisir, de la détente, et de ne pas être constamment dans une notion de productivité constante pour mettre ce confinement à profit par rapport à des objectifs de performance. Donc voilà pour répondre à ta question, Didier. Et on passera ensuite donc à cette notion à cette idée de recommandation aux entraîneurs, donc par rapport à ceux qui nous suivent, qui sont entraîneurs et qui accompagnent leurs athlètes. Mais ces conseils sont aussi évidemment
pour toute personne qui a un conjoint, un parent qui veut accompagner son enfant ou son conjoint dans des moments peut-être un peu plus délicats. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est que cette résilience, ce développement de la résilience, il est fortement impacté par l'environnement. Donc, c'est un facteur fondamental de en gros, la manière dont cet environnement il est fait. Et donc, en tant qu'entraîneur, vous êtes évidemment en grande partie, vous représentez un petit peu cet environnement autour du sportif, même si c'est pas physique, mais en tout cas par rapport à ce que vous allez demander notamment aux sportifs de faire ou à la présence que vous avez apportée aux sportifs. Et ce qui est important par rapport à cet environnement, c'est qu'il y a un équilibre entre le niveau de challenge qui est demandé aux sportifs et que ce niveau de challenge soit approprié, mais aussi un soutien vraiment élevé par rapport à ce sportif. Et c'est dans un environnement comme ça que ça va vraiment faciliter le développement de la résilience et du coup le maintien de la motivation. Et, je me permets, Émilie, par rapport à cette notion de défi que l'on peut amener aux sportifs pour qu'ils restent, afin de les challenger un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations qui ont été, qui sont utilisées actuellement par les entraîneurs. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions virtuelles, notamment avec Zwift, qui est une solution qui est beaucoup utilisée par les cyclistes, qui est en fait une solution qui permet aux personnes sur Home Trainer ou sur Wattbike de faire des sorties virtuelles ensemble en étant connectés à une plateforme audio. Il y a également pas mal de défis qui sont lancés par certaines marques d'ergomètres, donc Concept 2, donc qui lance des défis en groupe sur le nombre de kilomètres, etc. Donc c'est vrai que d'appartenir à ce genre de communauté ou de groupe et qui, pour reprendre une des remarques là, du chat de Luc, c'est vrai que ça permet toujours de garder du sens à ce que l'on fait. C'est aussi cette sensation d'appartenance à une communauté, à un groupe, et où on se donne un objectif, certes à court terme, qui est virtuel, mais en tout cas qui nous permet de nous maintenir dans l'activité, quoi. Ouais. C'est vrai que d'autres solutions, je pense à Kinomap qui est en relation avec la fédération là, qui a développé un partenariat et qui est en fait une autre solution virtuelle pour continuer à s'entraîner et garder du lien. Alors quand on parle de garder du lien, effectivement, il y a le meilleur moyen, ça reste quand même aussi le téléphone, mais réaliser des entraînements en visioconférence, que ce soit en utilisant Zoom ou Skype, effectivement permet de maintenir, alors peut-être plus en pointillé, mais en tout cas permet de maintenir l'existence d'un groupe et tendu vers un objectif. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est extrêmement important que chacun effectivement réfléchisse à comment je maintiens la vie de ce groupe d'une manière évidemment adaptée. Et parce que je vois aussi une question par rapport à des entraîneurs peut-être qui ont dû équiper de manière différente leurs sportifs, qui n'avaient peut-être pas suffisamment d'ergomètres pour équiper tout le monde par rapport à l'entraînement qu'ils pouvaient faire chez eux. Ce qui me semble vraiment important, c'est que chaque sportif finalement réussisse à identifier un objectif qu'il va pouvoir travailler de manière très concrète et très précise. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que pour certains, ça sera, s'il n'y a pas d'ergomètre, peut-être qu'il faudra qu'il positionne son objectif un petit peu différemment, mais c'est à l'accompagner pour qu'il retrouve un tout petit peu de sens dans sa pratique sportive. Et ça peut être, je vous disais, peut-être travailler principalement sur du gainage, travailler sur la souplesse, peut-être travailler sur un petit peu différemment, même si c'est pas sur un ergomètre, il y a quand même d'autres choses qu'il peut faire, et c'est aider ce sportif-là à redéfinir un petit peu les opportunités qu'il a dans cette période courte. Et ça doit être individualisé, évidemment. Par rapport à ça, du coup, je pense que pour certains sportifs qui sont en difficulté, j'ai vu passer aussi un commentaire par rapport à certains sportifs qui peuvent être davantage pessimistes, notamment sur l'annulation de certaines compétitions et le sentiment que là, il n'y a plus de saison, que la saison est fichue, etc. Encore une fois, ce qui va être vraiment important, c'est dans un premier temps déjà de leur permettre de verbaliser ce qu'ils ressentent, les pensées qu'ils ont par rapport à ça, et le faire auprès de leur entraîneur, qui est une personne qui a énormément de sens pour eux vis-à-vis de ce domaine sportif. Déjà, ça leur permettra de décharger finalement leur vécu
négatif, et déjà de le décharger et de se sentir compris, de se sentir entendu par cette personne qui est l'entraîneur, ça sera en soi déjà une énorme aide pour eux. Ensuite, la deuxième étape, évidemment, comme je venais de vous le dire, c'est aider cet athlète à essayer de retrouver des objectifs, même à court terme, et de le reconnecter à un projet plus global, à plus long terme, qui est en lien avec le rêve qu'il avait initialement vis-à-vis de la pratique de son sport. Alors c'est vrai que là, on est dans la recommandation aux entraîneurs et en tant qu'entraîneur, on passe notre quotidien à trouver, à chercher des solutions pour que les rameurs aillent plus vite, pour qu'ils leur libérer du temps. On passe notre temps à trouver des solutions et c'est vrai que ce contexte de confinement peut être un peu frustrant pour les entraîneurs parce que on n'a pas beaucoup de solutions à apporter, mis à part celles qu'on vient d'évoquer. Là, il y en a d'autres, bien entendu, hein, mais la question c'est est-ce que, enfin, je vais passer un coup de fil à l'ensemble de mes rameurs ou du groupe. Est-ce que ça suffit? Parce que c'est vrai qu'on se sent un peu démuni. Enfin, on l'appelle, on lui demande comment ça va, comment il gère. Mais est-ce que ça suffit pour passer le cap? Encore une fois, je pense que ça dépendra évidemment de chaque situation et c'est ce qu'on évoquera juste après sur entre guillemets, le niveau de difficulté. Parfois, on va devoir mettre en place des interventions sur du soutien psychologique, mais ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, simplement de demander si ça va permettre vraiment à un rameur de se sentir entendu, de se sentir compris et de pouvoir décharger, déjà télécharger ou comme on veut l'appeler, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et ça, évidemment, en soi, c'est une intervention. Ça lui permettra de mettre à distance son vécu émotionnel, ça lui permettra de l'accepter et ça lui permettra de se sentir soutenu. Donc, ça regroupe beaucoup, beaucoup de processus qui sont extrêmement importants par rapport à la gestion psychologique de l'événement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des signaux sur lesquels il faut qu'on soit tous vigilants vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis des sportifs qu'on accompagne, vis-à-vis même de l'encadrement. Sur lequel il faut qu'on reste absolument vigilant puisque sur cette situation, il y a aussi un enjeu de santé mentale et pour certaines personnes, encore une fois, ce ne sera pas forcément la majorité, mais il peut y avoir certains qui sont en grande souffrance psychologique par rapport à la manière dont ils vivent ce confinement et cette crise sanitaire et l'annulation des compétitions, etc. Donc pour moi, c'est extrêmement important de rester vigilant sur les signaux, notamment des changements de comportement. Alors même si vous ne les voyez pas forcément, vous êtes à distance, si vous êtes les entraîneurs, mais il y a des choses qu'on peut quand même sentir, qu'on peut demander, notamment sur le sommeil. Si vous sentez qu'un athlète commence à complètement arrêter de communiquer avec vous, si vous sentez qu'en questionnant notamment qu'il dort plus ou qu'il dort énormément, si vous sentez que son moral diminue et reste bas pendant un temps, plusieurs jours d'affilée, si la motivation à un moment donné elle diminue et elle remonte pas du tout, voilà, s'il y a des choses comme ça où vous sentez que l'athlète ou le sportif que vous accompagnez ou votre enfant est en grande difficulté, en souffrance, etc., et qu'en lui demandant si ça va, vous sentez que même s'il verbalise, etc., ça n'améliore absolument pas les choses et qu'il rentre un petit peu dans une spirale négative, c'est vraiment important de prendre ça comme un signal d'alerte qui doit être pris en compte. Donc, il y a notamment un numéro qui a été mis en place pour justement accompagner les personnes qui sont en détresse psychologique par rapport à cette situation. Donc, qui est ce numéro qui s'affiche sur la diapositive. Encore une fois, moi je suis persuadée que le soutien, la connexion aux autres, la possibilité de verbaliser tout ça, ça va permettre déjà de régler énormément de problèmes. Mais si jamais cette détresse psychologique, elle atteint un niveau relativement important, il faut vraiment le prendre en compte. Et là, il faut faire appel évidemment à des professionnels. Il y a beaucoup de psychologues aujourd'hui qui font de la téléconsultation à distance pour venir en soutien des personnes qui sont en difficulté. Je vois donc, Laurent, est-ce que se mettre dans l'activité permet aussi la résilience? Est-ce que l'exercice permet de rentrer? Évidemment, tout à fait. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le ressouligner, c'est que l'activité physique en tant que telle est un mécanisme extrêmement important par rapport à la santé mentale. Il y a beaucoup, beaucoup d'études en psychologie de la santé qui le mettent en avant aujourd'hui. Donc, pratiquer une activité physique régulière, je crois que les recommandations de l'OMS, c'est 30 minutes par jour.
pour la population adulte et 1 heure pour la population enfant-adolescent. C'est extrêmement important dans la mesure du possible, de garder une activité régulière parce que ça participe à cette résilience complètement en termes de gestion des émotions, en termes de sentiments, d'accomplissement. Encore une fois, on revient à ça. C'est-à-dire que si on fait une activité physique régulière, il y a plein de choses qui vont se passer au niveau physiologique et au niveau psychologique qui vont faire qu'on va se sentir mieux. Et du coup, on va mieux vivre la situation. Donc tout à fait, en termes de santé physique et mentale, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi cette thématique de gérer sa motivation, elle est importante, évidemment dans un but de revenir suffisamment en forme quand le confinement sera terminé, mais ça va bien au-delà de ça, c'est pour se prendre soin de soi et de sa santé physique et mentale. Donc tout à fait, tout à fait. Bonjour, je vois que quelques rameurs se sont connectés, c'est top. Bonjour Hugo. Ok, super. Du coup, la dernière diapo sur laquelle je souhaitais conclure, et puis après il y aura un petit temps pour répondre aux questions. Donc, je voulais conclure par rapport à cette notion de choix. Donc, on vit tous une situation qui est inédite, qui est difficile. Je renvoie vraiment chacun et aussi aux personnes que vous accompagnez à se poser la question de la manière dont vous voulez gérer finalement cette situation et quel est l'état d'esprit que vous souhaitez adopter face à ce défi qui est évidemment pas facile. Mais il faut bien recentrer ça sur une question. C'est un choix à un moment donné qu'on va faire pour savoir si on veut continuer à faire les choses qui nous font du bien, qui nous permettent finalement de rester à un niveau de santé physique, mentale optimal, ou alors est-ce qu'on décide, ou alors est-ce qu'on subit et du coup on rentre dans un cercle qui va être beaucoup moins vertueux. Et je voudrais renvoyer à cette citation d'un psychiatre qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui a vécu évidemment, des choses extrêmement difficiles, qui met en avant cette notion de choix. Donc il dit on peut tout enlever à l'être humain sauf une chose. La dernière liberté de l'être humain, c'est de choisir son attitude dans un ensemble de circonstances et de choisir la manière d'y faire face. Donc je pense que c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Plus on comprend ce qu'on vit de manière, sur les émotions, les pensées, le vécu psychologique qu'on va avoir, plus on sera en capacité de choisir la manière dont on veut réagir pour s'engager dans quelque chose qui a vraiment du sens pour nous et qui nous fait du bien. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis vraiment très intéressée par tous vos commentaires et questions qu'on pourra avoir maintenant. Alors, j'ai noté effectivement quelques questions. Par rapport à la question de Johan Lega, qui est un peu plus tôt dans la présentation, là, qui demandait où est-ce qu'on peut trouver des vidéos de référence. Alors, effectivement, la plateforme la plus simple et la plus grande, ça reste YouTube. Et je pense que c'est peut-être pas forcément obligatoirement une vidéo de référence qu'il faut se marteler, répéter, mais je pense que c'est garder le contact avec le visuel de l'activité spécifique, et que ça soit un équipage ou l'autre, limite, c'est pas forcément le plus important, mais c'est déjà de garder le contact visuel avec l'activité physique. Je sais pas ce que tu en penses, Émilie, mais Ouais, tout à fait. Ça permet. Après, il peut y avoir dans certains sports de l'analyse, par exemple tactique, de certains schémas, voilà, notamment dans les sports co, par exemple, l'analyse de prise de décision en regardant de la vidéo. Sur l'aviron, c'est sûr que j'imagine que c'est plutôt en termes techniques. Et là, effectivement, ça permet d'ancrer des bonnes pratiques techniques par rapport à un objectif qu'on a envie de travailler, et du coup de voir la vidéo et ensuite de se visualiser ce sur quoi on se concentrerait, ça peut être vraiment intéressant. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose que j'ai oublié de préciser, qui me semble important. C'est que selon moi et selon l'expérience que j'ai depuis quelques semaines, depuis le démarrage du confinement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 3 types de réactions des sportifs, mais aussi de la population en règle générale. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vivent ce confinement de manière plutôt très positive et qui vont être vraiment à fond, qui vont avoir envie d'investir plein d'énergie pour maximiser toutes les opportunités qui s'offrent à eux, qui vont du coup avoir envie peut-être justement de pratiquer la visualisation pour rester connectés à leurs pratiques sportives, qui vont vouloir se mettre plein d'objectifs, etc., pour utiliser au mieux cette période-là. Et je pense que ces personnes-là, faut les encourager. Encore une fois, en suivant les recommandations de la santé en termes d'intensité, de nombre d'heures de pratique, etc. Mais il faut les accompagner pour que vraiment ils aillent à fond dans leur motivation à progresser dans cette période. Et puis, il va y avoir un deuxième type
de réaction qui va être plutôt sur, ok, bah moi je prends cette période comme une pause, je prends cette période comme un temps pour finalement me ressourcer, récupérer, notamment dans la pratique du sport de haut niveau. On peut voir ça finalement comme un temps sur 1 ou 2 semaines par exemple, où finalement c'est un peu comme un petit peu comme si je prenais un peu des vacances. Alors c'est sûr, c'est pas les vacances idéales, mais je prends ce temps-là pour me régénérer physiquement et mentalement. Et du coup, tout ce que je vais faire, ça va être au service de mon bien-être et de ma recharge d'énergie en termes de réservoir. Et pour cela, ça va être important de ne pas leur mettre des tonnes d'objectifs en termes voilà, que ce soit sportif, professionnel, etc., pour qu'ils puissent eux-mêmes vraiment choisir les choses sur lesquelles ils ont envie de mettre de l'énergie, mais que la priorité, ça va être la recharge pour reprendre avec le maximum d'énergie quand le programme d'entraînement sera à nouveau plus intense. Et le troisième type de réaction, c'est les personnes qui sont davantage en souffrance par rapport à la situation et qui ont énormément d'émotions négatives et qui ont du mal à le gérer. Et là, le travail que moi je vais faire dans ces cas-là, c'est vraiment essayer de les aider à gérer cette situation le mieux possible. Et là, ça va être la priorité, ça va être la santé mentale pour les aider à appréhender la période, voilà, en les aidant, en les accompagnant le plus possible. Alors justement, je pense que le poste de Maxime est en ligne. Donc, par rapport à la question là justement de la place et l'intérêt de l'imagerie mentale, on vient d'y répondre précédemment. Une question de Laurent en fait, à savoir est-ce que l'activité physique en fait permet de rentrer ou rester dans un cercle vertueux et qui permet de reprendre ou garder la confiance justement. Ouais, c'est effectivement une question vraiment importante et comme je l'évoquais, je pense que c'est important de voir individuellement, est-ce que aujourd'hui ma pratique de mon sport par rapport à un niveau d'exigence que je me fixe, est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça m'aide à vivre ce confinement? Est-ce que ça m'aide à rester engagée dans ce qui est important pour moi? Ou est-ce que j'ai un niveau d'exigence qui est trop élevé et du coup, ça va plus générer de stress ou de frustration parce que j'arrive pas du tout à faire ce que je m'étais fixé au départ et dans ces cas-là, il faut diminuer le niveau d'exigence pour arriver à un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Je pense que c'est vraiment ça qui est central. C'est réussir à sentir qu'on est satisfait de soi dans ce contexte de confinement. Et du coup, c'est voir, voilà, par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai besoin de faire en termes d'activité physique qui va me faire me sentir satisfait. Pour certains, il va falloir mettre cette activité physique peut-être au minimum, mais essayer de garder, ça peut être du yoga tous les jours, ça peut être simplement s'étirer, ça peut être des choses qui, à un moment donné, nous font du bien, mais on n'a pas envie de se mettre davantage d'exigences parce que on n'est pas dans cette disposition-là et du coup, c'est important de le respecter aussi. Alors, je pense que ce que tu viens d'évoquer, Émilie, répond à la question de Florence, justement, qui trouve, qui a du mal à rester focalisé ou en tout cas motivé pour faire des longues séances à l'ergomètre. Et parce que tout le monde a forcément envie de rentrer sur l'eau, mais je pense que tout ce qui vient d'être dit permet justement de répondre à cette question-là et essayer de faire patienter en tout cas. Ouais, tout à fait. Je pense que Florent, par rapport à ta remarque, si les longues séances sont vraiment compliquées, je me permets de former une recommandation, mais ça c'est peut-être pas pertinent, mais peut-être essayer de raccourcir ces séances sur l'ergo, peut-être essayer de faire de faire un petit peu d'autres séances comme la course à pied, essayer de varier un petit peu, essayer peut-être de se fixer des objectifs différents, comme je le disais tout à l'heure, peut-être travailler davantage sur de la souplesse, sur du gainage, sur des choses qui finalement sont annexes, mais quand même qui auront leur importance au moment de la reprise et qui permettent de pas entretenir ce sentiment de pas réussir à faire les choses, qui va engranger davantage d'émotions négatives. Après, sur l'ergo, il y a aussi effectivement la possibilité d'essayer de se remettre en tête les sensations en lien avec quand je suis sur l'eau, sur quoi je me concentre, qu'est-ce que je ressens, etc., qui peut augmenter un petit peu la motivation et l'engagement sur l'ergo, mais ça a quand même ses limites puisque l'ergo n'est pas ramé sur l'eau. Alors, une dernière question d'Alison qui nous demande en fait des conseils sur la gestion en fait par un entraîneur d'un équipage avec plusieurs cas
de rameurs qui réagissent justement différemment. Et les cas que tu évoquais justement avec celui qui a envie de prendre cette période comme une période de pause, de vacances, celui qui va rester à fond parce qu'il adore s'entraîner, et comment on peut justement gérer ces stratégies qui sont très individuelles pour le coup. Ouais, tout à fait. Et je pense que Alison évoque la question du communal coping, qui est finalement la capacité à faire face en tant que groupe à une situation difficile ou stressante ou qui génère de la pression. Je pense que c'est important, encore une fois, de garder cette connexion et de cultiver aussi cette bienveillance et ce non-jugement au sein d'un groupe. C'est-à-dire que, comme Didier vient de l'évoquer, il va y avoir plein de réactions différentes. Si au sein d'un groupe, on arrive à continuer à faire des visios ensemble, à soutenir les uns les autres, mais tout en acceptant qu'on a chacun une réaction différente et que c'est OK de diminuer pour certains niveaux d'exigence et que d'autres peut-être vont continuer un programme d'entraînement un petit peu différent. Je pense qu'il faut travailler sur cette acceptation collective aussi, que chacun réagit différemment et qu'on est là les uns pour les autres sans se juger pour faire face à cette situation. Et ça me permet aussi juste de rebondir sur le commentaire de Pierre Cochat qui a évoqué effectivement cette courbe du deuil qui a été développée par Elisabeth Kubler-Ross, qui est vraiment intéressante, qui montre en fait les différentes étapes du deuil. Et je pense qu'on va potentiellement tous avoir vécu un petit peu ces différentes étapes-là face au confinement. Au démarrage, c'est un petit peu, on est un peu dans le déni, dans le choc, ensuite dans la colère, etc. Et il y a un moment donné, on arrive à l'acceptation. Mais on a tous un chemin différent par rapport à cette courbe de deuil-là, et c'est important de respecter justement les différences individuelles par rapport à ça. Voilà, ça fait un peu plus de 50 minutes qu'on est en ligne, et donc merci, un très 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 grand merci à toi, Émilie, pour tous ces précieux conseils qui sont vraiment très importants dans cette situation assez compliquée et singulière. Donc on reste bien sur, on garde à l'esprit ces recommandations médicales qui sont qu'il ne faut pas augmenter le volume de manière trop importante par rapport à l'exercice qu'on effectuait avant le confinement, et puis rester maximum à des zones en dessous de 80% de la fréquence cardiaque maximale. Il faut garder ça en tête pour effectivement ne pas partir sur des pics d'activité qui pourraient être très dangereuses pour la santé, quoi. Ouais, exactement. Je pense. Merci en tout cas pour encore une fois cette belle initiative de la Fédération française d'aviron. Si jamais certains veulent me poser des questions via ma page Facebook Émilie Thiénot Performance, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition, et surtout un grand courage à tous dans cette période, et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches, c'est bien le plus important. Et merci à toi, Didier, pour cette très belle animation. Et techniquement, c'était top du top. Merci beaucoup. Portez-vous tous bien, restez chez vous, et puis on espère à très très vite sur les bassins. Merci et au revoir. Au revoir.